Alors, que penser des programmes économiques, de leur cohérence, des premières mesures économiques qui sont dévoilées par les candidats à la présidentielle? Eh bien, Charles Sana n'est pas convaincu, c'est le moins que l'on puisse dire. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tout le monde. Fondateur du site Insolentiae. Bon, si je résume, en gros, pour vous, on assiste surtout à des mesures techniques. Tout ça n'est pas à la hauteur des enjeux, des défis de la France. Et en même temps, les Français, ils ont envie de savoir s'ils vont payer moins de droits de succession. On en parle beaucoup, ici notamment. Mais ça plaît aux Français, donc pourquoi ne pas en parler? Et d'autant que beaucoup de candidats le promettent. En quoi ça vous pose un problème? Alors, non, ça pose aucun problème, David, de parler des droits de succession. Ça pose aucun problème de parler du fait qu'on va augmenter le RSA ou pas augmenter le RSA. Aucun problème pour parler de la prime de 5 000 euros quand on a 18 ans pour vous souhaiter joyeux anniversaire ou de 10 000 euros quand on habite à la campagne et qu'on vient d'avoir un bébé et qu'on va célébrer cette nouvelle naissance campagnarde. Très bien de parler tout ça. Mais ce sont, comme vous l'avez dit, des mesures techniques. Ce sont surtout ce qu'on appelle des mesures microéconomiques, micro-patrimoniales. De la même manière, si on parle des droits de succession, on peut parler de l'intérêt, du fait que ce soit juste, pas juste. Bon, tout ça, on peut en parler. Et une élection présidentielle est l'occasion de parler de ce genre de choses, mais c'est surtout l'occasion de parler des grands enjeux macroéconomiques. Et aujourd'hui, les grands enjeux macroéconomiques auxquels sont confronter notre pays, c'est quoi? C'est l'endettement. Comment fait-on avec notre endettement? C'est nos déficits commerciaux. Comment va-t-on gérer nos déficits commerciaux? Et ça pose la question de notre production, de notre industrialisation. Comment va-t-on faire pour créer des emplois, de l'industrialisation, etc. Ça pose une question de frontières, de souveraineté européenne, nationale. Ça pose une question monétaire, européenne, nationale. C'est ces grands enjeux-là qu'il faut évidemment aborder, évoquer à l'aube. Mais les enjeux de payer moins d'impôts, ça intéresse plus les Français peut-être que ces enjeux-là qui sont plus macroéconomiques, qu'ils voient de plus loin. Mais le rôle d'un président de la République, c'est pas de dire je te donne 500 euros parce que je vais te faire un RSA jeune, mais dans la limite de 400 000 personnes. Mais, ça c'est du job du Premier ministre, ça. Hein. Mais le rendez-vous le plus important de la vie politique française et démocratique, c'est vraiment les grands enjeux, la vision de long terme de notre pays. Et moi, quand je lis les propositions de Valérie Pécresse, qui est sur la dette, sur 10 ans, ramener la dette dans des proportions plus supportables vers 100% du PIB. Eh bien justement, elle en parle. On est à 120, elle dit trajectoire, on va vers 100%. Vous Voilà, devriez être super. content. Hein. Je suis content, mais je n'ai pas comment, avec quel type d'effort, sur qui, et donc je n'ai pas de cohérence programmatique. Aujourd'hui, la seule cohérence programmatique, elle est chez Jean-Luc Mélenchon. Et la France insoumise, alors je ne vais pas faire l'éloge du programme économique de la France insoumise, mais vous avez une cohérence de programme et tout ça, c'est évoqué. C'est-à-dire que Valérie Pécresse, quand elle dit je veux une trajectoire et je veux aller de 100 à 120, vous ne savez pas comment on va y aller. Jean-Luc Mélenchon, pardon, je vous coupe Charles. Comment il va faire? Charles, Valérie Pécresse, Oui. au moins elle dit on va à 100%. Vous qui dites quelque part la dette c'est important parce qu'il y a beaucoup de dépenses, il faut un cadrage budgétaire, on n'a pas les moyens de faire tout et n'importe quoi avec l'argent public. Et derrière, vous avez une candidate qui dit on va aller vers 100%, elle ne dit pas comment, mais au moins ça donne une impulsion, une trajectoire. Pas du tout, parce qu'elle ne dit pas comment. David, elle ne dit pas comment. Moi, je lis le programme de Jean-Luc Mélenchon et je sais comment. Je sais comment on va faire. Donc lui, Jean-Luc Mélenchon, il va dire, ça fera sourire sans doute votre invité suivant, l'ancien président de notre Banque centrale, mais exiger de l'Union européenne que la Banque centrale européenne rachète les dettes publiques et les transforme en dettes perpétuelles à taux nul. Réaliser un audit citoyen de la dette publique pour déterminer la part illégitime et préparer un réaménagement négocié de la dette publique. Alors, David, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Vous imaginez bien que si on commence à dire qu'on ne paye pas la dette ou qu'on la répudie, il va y avoir des conséquences sur les marchés, des conséquences politiques au sein de l'Union européenne, des conséquences politiques encore plus grandes au sein de la zone euro, mais j'ai une cohérence de programme, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon dit « je vais faire baisser la dette et je vais la faire baisser parce que je vais avoir de la dette à taux nul avec la Banque centrale européenne, encore faut-il qu'elle accepte, et surtout je vais réaménager une partie de ma dette que je vais ni plus ni moins ne pas rembourser ». Alors, on est pour, on est contre,
Jean-Claude Trichet nous dira si c'est possible ou pas possible et quelles vont être les conséquences de ça. On sait tous qu'il y en aura, mais vous avez une cohérence de programme. Et si vous voulez, le débat aujourd'hui, il devrait porter là-dessus. Il devrait porter sur les fameux critères de Maastricht, le pacte de stabilité, les 3% de déficit maximum, les 60% de taux d'endettement. Tout ça n'existe plus dans les faits. Ça a explosé avec les différentes crises. D'abord celle de 2008, ensuite celle que nous avons vécue avec la pandémie. La France est en train d'aller, plutôt que de revenir vers 100%, on est plutôt en train d'aller vers 130% de dette sur PIB. L'Italie est à 157 ou 158%, elle se dirige vers les 160. On est dans une situation où on doit poser les questions. Et là, on doit apporter une réponse, évidemment, politique, économique, mais une réponse démocratique. Sur la dette, il n'y a pas assez. Encore une fois, on n'en parle pas assez. Encore une fois, en même temps, la dette, aujourd'hui, elle ne coûte rien, pas grand-chose, même moins de 50 points de base sur le 10 ans français. C'est peut-être pour ça aussi on a été drogué au quoi qu'il en coûte depuis maintenant 2 ans. Donc, vous avez surtout, vous dites que ça ne vous coûte rien en termes facial, David. Aujourd'hui, ça coûte à la population française avec de l'inflation. Ça coûte à la population allemande avec de l'inflation. Et outre-Rhin, nos amis allemands, ils sont inquiets de cette inflation. Pour eux, c'est un souvenir désastreux, l'inflation. Et quand ils voient une inflation à 5,8% en Allemagne, ils ne sont pas très contents. Et vous êtes dans une inflation à 5,8%, ça commence à devenir sacrément significatif. Donc, vous voyez bien que, si vous voulez, il n'y a ni de solution magique, ni d'argent gratuit, ni d'argent. À un moment donné, tout ça, ça se paye. Vous le payez par l'érosion de votre pouvoir d'achat, vous le payez par une inflation, vous le payez par de l'impôt, vous le payez par l'augmentation importante des biens que vous importez. Et aujourd'hui, avec un déficit commercial en France qui est proche de 90 milliards d'euros, on a quand même un véritable sujet là aussi de préoccupation, alors que l'Allemagne, eux, au moins, ils ont des excédents commerciaux majeurs. Ouais. D'autant que côté dépenses, alors si côté économie ou trajectoire de déficit et de dette, il n'y a pas grand-chose. Côté dépenses, pour le coup, là, la liste est plus longue. Alors là, c'est un côté un petit peu, c'est la fête, hein. Alors là, c'est les primes dans tous les sens, et c'est presque la course à l'échalote de celui qui annoncera la prime la plus importante. Alors aujourd'hui, on est à 10 000 euros pour la prime naissance, donc c'est Monsieur Zemmour qui tient la dragée haute. Je pense qu'on va bien avoir quelqu'un pour nous proposer un 20 000 euros quand j'ai mon premier travail ou pour acheter mon premier appartement. Il y en a bien. Bon, donc là, on voit bien que les dépenses, on en fait, on en promet. Parfait, hein, très bien, pourquoi pas. Mais encore une fois, tout ça manque de cohérence et de mise en perspective dans un grand projet économique national. Il n'y a pas, encore une fois, de la cohérence. Là, je regardais, on en a parlé en début de semaine avec Sandrine Rousseau, la numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, avec ce bonus-malus sur la fiscalité écologique au sens large, sur la TVA, sur tout type d'impôt. Quand c'est bien ou moins bien pour la planète, eh ben on paye plus ou moins d'impôts avec un ISF climatique qui pourrait rapporter, Yannick Jadot a dit, jusqu'à 15 milliards d'euros. Alors, à mon sens, l'ISF climatique va rater sa cible. Je pense que l'ISF climatique, ce n'est pas le sujet en réalité, mais en revanche, ça peut servir de point de départ à un grand débat sur comment peut-on avoir une fiscalité environnementale et comment peut-on faire migrer notre fiscalité qui aujourd'hui pèse sur le travail. Aujourd'hui, la fiscalité française, elle pèse sur le travail et sur les revenus. Comment peut-on faire migrer une fiscalité du travail et des revenus vers une fiscalité environnementale, écologique? Et c'est quoi une fiscalité écologique? C'est une fiscalité qui prendrait en considération dans le coût des produits, dans le prix des produits, le coût écologique et environnemental de la production, de la logistique, de la fabrication, du recyclage, de ce qu'on prélève dans la nature en matière première. C'est tout ça le coût écologique. Et donc, il est complètement aberrant qu'un chou-fleur qui est produit en Bretagne coûte plus cher ou aussi cher qu'un avocat qui vient du Pérou. Et ce sont des choses, on ne doit plus en faire l'économie de cette réflexion. Et moi, aujourd'hui, manger des mangues, des avocats du Pérou, des litchis de Chine, qui sont à des prix aussi chers que la pomme qui vient de ma Normandie,
ça me pose un problème quand on parle de l'environnement. Alors certes, on m'interdit la paille en plastique, c'est très bien, bravo, super, mais si on résume l'écologie à la paille en plastique et qu'on ne regarde pas la poutre énorme, non pas dans l'œil, mais dans le problème de la fiscalité écologique sur les produits eux-mêmes. Et moi, quand j'étais gamin, on n'avait pas d'avocat du Pérou, on n'avait pas, on n'avait pas de mangue d'Asie, etc., etc. Et ça, on en avait, mais à des prix extrêmement chers. Et donc ça, ce sont des choses qui sont complètement à revoir. L'ISF climatique n'a pas beaucoup de sens. Une écologie, une fiscalité, alors aux frontières de l'Europe, aux frontières nationales, une taxe carbone, peu importe comment on va appeler ça, mais là, vous avez un vrai débat. Et vous avez également la possibilité de ressources propres pour l'Union européenne ou pour la zone euro. Bon, en gros, on finit là-dessus. Charles, vous n'êtes pas convaincu pour l'instant de ce que vous entendez dans le débat en matière, encore une fois, de programmes et de mesures économiques? C'est pas que je suis pas convaincu, c'est que le débat, il n'est pas à la hauteur, il est même affligeant compte tenu de la situation, non pas désastreuse, mais de la situation préoccupante. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de se poser les bonnes questions et les vraies questions sur notre avenir commun, collectif, aussi bien au niveau national, et ça, c'est le rôle de la campagne électorale et présidentielle, mais qui évidemment a des ramifications et des implications européennes au niveau de la zone euro qui sont majeures. Et ça, c'est notre avenir en commun. Et cet avenir en commun, il faut être à la hauteur des enjeux, il faut sortir de ces débats affligeants, de mesurettes et de course à l'échalote à celui qui annonce la prime la plus élevée. Bon, il reste encore quelques semaines pour élever le niveau de jeu et le débat. Merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana pour le site Insolentiae. Merci Charles. Merci David. Salut.